Demandons qui est le plus économe entre nous. Charlie, selon toi, qui cela pourrait-il être? Eh bien, en ce qui concerne la consommation personnelle, Warren est plus économe. Laisse-moi te partager quelque chose que la plupart des experts en finance n'osent pas avouer car cela remet en question leur modèle économique. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour bien vivre. En réalité, beaucoup de personnes qui croient qu'il leur faut un revenu à 6 chiffres pour s'en sortir sont simplement incapables de faire le point sur leur propre vie. Elles ont confondu l'inflation du mode de vie avec ce qui est réellement nécessaire. Et cette confusion leur coûte des décennies de liberté. J'ai observé ce schéma se répéter pendant 70 ans. Les gens gagnent plus et, d'une manière ou d'une autre, ils ont besoin de plus. Ils obtiennent une augmentation et trouvent immédiatement de nouvelles façons de se retrouver à découvert. Ils pensent que le problème vient de leurs revenus, alors qu'en réalité, le vrai souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Tu ne peux pas fuir la bêtise avec un salaire plus élevé. Soyons clairs. Vivre avec un faible revenu ne signifie pas être privé. C'est une question de clarté. C'est comprendre ce qui compte vraiment par rapport à ce qu'on t'a vendu. La plupart des gens n'ont jamais pris le temps de réfléchir à ce dont ils ont vraiment besoin pour vivre confortablement. Ils absorbent simplement les attentes de la société et appellent ça la réalité. C'est une ignorance coûteuse. Quand j'étais jeune, j'ai appris un principe qui a tout changé. La recette du malheur, c'est d'avoir des attentes qui augmentent. Si tes attentes grimpent aussi vite que tes revenus, tu es piégé pour toujours. Mais si tu peux garder tes besoins stables pendant que tes revenus augmentent, cet écart devient une forme de liberté. C'est dans cet écart que se trouve la richesse. La plupart des gens font l'inverse. Ils laissent leur mode de vie s'élargir instantanément avec chaque euro qu'ils gagnent. Une nouvelle voiture, un appartement plus grand, des restaurants plus chics, plus d'abonnements, plus d'obligations. Ils pensent qu'ils progressent. En réalité, ils avancent juste sur un tapis roulant plus cher. Voici les mathématiques que personne ne veut affronter. Si tu gagnes 40 000 et que tu dépenses 40 000, tu es à découvert. Si tu gagnes 200 000 et que tu dépenses 200 000, tu es toujours à découvert. Juste avec des meubles plus jolis. Le chiffre n'a pas d'importance. L'écart est important et tu crées cet écart en maîtrisant tes dépenses, pas en poursuivant des revenus. Maintenant, laisse-moi te dire ce que vivre avec un faible revenu implique réellement. Cela demande une honnêteté intellectuelle sur ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. La plupart des choses que les gens considèrent comme des besoins sont en réalité des désirs qui ont été normalisés par la publicité. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture. Tu as besoin d'un moyen de transport fiable. Tu n'as pas besoin d'une grande maison. Tu as besoin d'un toit. Tu n'as pas besoin de vêtements chers. Tu as besoin d'être couvert. Une fois que tu fais la distinction entre les véritables besoins et les désirs socialisés, le revenu nécessaire diminue considérablement. Mais cette distinction demande une force psychologique que la plupart des gens n'ont pas. Ils ne supportent pas d'être différents. Ils ne peuvent pas tolérer de paraître pauvres tout en construisant leur richesse. La preuve sociale est l'une des tendances humaines les plus puissantes, et c'est financièrement désastreux. Tout le monde autour de toi dépense de manière insensée, alors tu dépenses de la même façon. Tu confonds la direction du troupeau avec de la sagesse, alors qu'il s'agit souvent simplement d'une illusion collective. Laisse-moi te donner les bases pour bien vivre avec peu. Le premier point, c'est le logement. C'est là que la plupart des gens se mettent dans de gros pétrins financiers. Ils achètent ou louent beaucoup plus d'espace que nécessaire, juste pour montrer qu'ils ont du statut. Un couple n'a pas besoin de 3 chambres. Une personne seule n'a pas besoin de 2. Mais les gens se persuadent du contraire parce qu'ils pourraient avoir des invités, qu'ils ont besoin d'un bureau ou qu'ils veulent se sentir accomplis. Ce n'est pas de la planification, c'est payer des prix exorbitants pour l'ego.
Voici ce que j'ai compris dans ma vingtaine. Ton logement devrait être l'option la moins chère qui répond à tes besoins réels. Pas tes besoins idéaux, mais ceux qui sont vraiment nécessaires. Est-ce que tu peux dormir en sécurité? Est-ce que tu peux ranger tes affaires? Est-ce que tu peux garder une hygiène de base? C'est le minimum. Tout ce qui va au-delà, c'est du luxe, ce qui est acceptable si tu peux te le permettre. Mais si tu essaies de vivre avec un revenu limité, le luxe devient une charge pour ton avenir. Quand Warren et moi étions jeunes, nous vivions dans des endroits petits et simples. Pas parce que nous étions dans le besoin, même si nous n'avions pas grand-chose, mais parce que nous comprenions le coût d'opportunité. Chaque euro dépensé pour un logement superflu était un euro qui ne pouvait pas fructifier. Nous étions prêts à paraître modestes pour assurer notre sécurité. La plupart des gens font le choix inverse. Le deuxième principe concerne les transports. Les voitures sont des destructrices de richesse. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de vous déplacer, mais parce que les gens achètent bien plus de voitures que nécessaire. Ils financent des véhicules qui perdent de la valeur plus vite qu'ils ne peuvent les rembourser. Ils achètent du neuf alors que l'occasion ferait parfaitement l'affaire. Ils changent tous les quelques années sans raison valable. Si vous essayez de vivre avec un revenu modeste, il faut être impitoyable en matière de transport. Acheter d'occasion, acheter fiable, acheter ennuyeux. Une Toyota de 10 ans vous emmènera partout où une nouvelle BMW irait, mais elle coûte une fraction du prix et ne crie pas au monde que vous prenez de mauvaises décisions financières. Le véritable coût d'une voiture n'est pas son prix d'achat. C'est l'assurance, le carburant, l'entretien, l'immatriculation et le coût d'opportunité du capital immobilisé dans un actif qui perd de la valeur. Quand on fait le calcul du vrai coût, la plupart des gens dépensent entre 20 et 30% de leurs revenus pour se déplacer. C'est fou. Si tu réduis ça de moitié, tu te fais une sacrée augmentation sans même gagner un sou de plus. Le troisième point, c'est la nourriture. C'est ici que des petites décisions quotidiennes s'accumulent et entraînent de grosses dépenses annuelles. Les gens ne réalisent pas combien ils dépensent en mangeant dehors, en commandant à emporter ou en achetant des plats préparés. Ils pensent que c'est pratique. Mais c'est aussi coûteux. Si tu es sérieux au sujet de vivre avec un budget limité, tu cuisines. Pas juste de temps en temps, mais régulièrement. Tu planifies tes repas. Tu achètes des ingrédients, pas des plats tout faits. Tu dois accepter que la commodité a un prix que tu ne peux pas te permettre de payer. Je ne te dis pas de mal manger, je te dis de manger intelligemment. Riz, haricots, légumes, œufs, poulet, des aliments de base, nutritifs et pas chers. Et si tu apprends à cuisiner, c'est même plutôt agréable. La distinction entre manger souvent à l'extérieur et cuisiner chez soi peut facilement représenter des milliers d'euros par an. Pour quelqu'un avec un revenu modeste, ce n'est pas une petite somme. C'est véritablement transformateur. Le quatrième principe concerne le divertissement. La vie moderne a persuadé les gens qu'ils ont besoin d'une stimulation constante. Les services de streaming, les concerts, les bars, les événements, les voyages, tout cela est présenté comme indispensable pour mener une vie épanouie. Ce n'est pas le cas. Le divertissement, c'est bien. Mais l'addiction au divertissement, c'est la pauvreté. Il y a une énorme différence entre se faire plaisir de temps en temps et organiser toute sa vie autour du plaisir basé sur la consommation. Vous n'avez pas besoin de Netflix, de Hulu, de Disney+, ou de HBO. Vous n'avez pas besoin de sortir chaque week-end. Vous n'avez pas besoin de voyager à l'international pour prouver que vous vivez bien. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une honnêteté intellectuelle pour reconnaître que la plupart des divertissements ne sont que des distractions d'une vie que vous n'appréciez pas vraiment. Quand votre vie a du sens, vous n'avez pas besoin de tant de distractions. Quand tes journées ont un sens, tu n'as pas besoin d'une stimulation extérieure constante. Pourtant,
Les gens ont construit des vies si vides qu'ils doivent recourir à des divertissements achetés. Sinon, ils seraient contraints de se confronter à eux-mêmes. C'est une thérapie coûteuse. L'autre option, c'est de créer une existence qui soit satisfaisante de l'intérieur. Lire ne coûte presque rien. Se promener, c'est gratuit. Avoir des discussions, ça ne coûte rien non plus. Réfléchir, ça ne coûte rien. Apprendre, c'est sans frais si tu utilises des bibliothèques et des ressources gratuites. Ce ne sont pas des privations. Souvent, c'est même plus gratifiant que les alternatives coûteuses, car cela stimule ton esprit au lieu de l'engourdir. Le 5e principe concerne les vêtements. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Il te faut des vêtements propres, présentables et durables. Pas besoin qu'ils soient à la mode, pas besoin de marque, pas besoin de les changer chaque saison. Quand tu arrêtes d'essayer de montrer ton statut à travers tes vêtements, les dépenses nécessaires chutent à presque rien en optant pour des basiques de qualité qui durent. Ignore la mode. Porte tes vêtements jusqu'à ce qu'ils soient vraiment usés, pas juste démodés. Les riches comprennent cela. Ils portent souvent les mêmes vêtements encore et encore parce qu'ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est la classe moyenne qui manque de confiance, qui ressent le besoin de renouveler constamment sa garde-robe. La vraie assurance en soi ne dépend pas de l'approbation des autres. Le 6e principe concerne les abonnements et les frais récurrents. C'est une fuite lente qui nuit à la santé financière. Les abonnements à la salle de sport que vous n'utilisez pas, les box de produits que vous oubliez, les services de streaming que vous regardez à peine, les logiciels dont vous n'avez pas besoin, les assurances que vous payez trop cher. Chaque coût récurrent est une demande permanente sur vos revenus futurs. C'est une promesse que vous avez faite de continuer à payer, peu importe si vous en tirez de la valeur. Passez en revue chaque abonnement. Annulez sans pitié. Si vous ne l'utilisez pas chaque semaine, ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de gens dépensent des centaines chaque mois pour des frais récurrents auxquels ils ne pensent même pas. Cela représente des milliers par an. Pour quelqu'un avec un revenu modeste, cela pourrait équivaloir à 2 mois de frais de subsistance. Le 7e principe, c'est la pression sociale. C'est le plus difficile, car c'est psychologique, pas mathématique. Tes amis vont te pousser à dépenser. Ta famille va juger tes choix. La société va considérer la frugalité comme un échec. Il faut que tu développes une sorte d'immunité à tout ça, sinon tu risques de craquer. Les personnes qui réussissent à vivre avec un faible revenu ont un fort contrôle interne. Elles n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Elles ne mesurent pas leur valeur à travers la consommation. Elles peuvent voir les autres dépenser de manière insensée sans se sentir obligées de les imiter. Cette force psychologique est bien plus précieuse que n'importe quelle technique financière, car les techniques ne servent à rien si tu n'as pas la discipline de les appliquer. Et la discipline nécessite de ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Le 8e principe, c'est d'éviter les dettes. Si tu vis avec un faible revenu, la dette est toxique. Il n'y a pas d'exception à cela. Tu ne peux pas te permettre de payer des intérêts sur quoi que ce soit, ni sur les cartes de crédit, ni sur les prêts personnels, ni sur les plans de paiement. Si tu ne peux pas payer en espèces, tu ne peux pas te le permettre. Point final. Les calculs sont simples. Chaque dollar que tu dépenses en intérêt est un dollar qui ne peut pas être utilisé pour vivre réellement ou pour investir dans le futur. Les intérêts, c'est la punition de l'impatience. Et quand on vit avec des ressources limitées, l'impatience peut être désastreuse. Beaucoup de gens qui vivent d'un salaire à l'autre se retrouvent dans cette situation parce qu'ils ont emprunté pour y arriver. Ils financent leur consommation. Maintenant, ils doivent payer pour des choix passés au lieu de subvenir à leurs besoins actuels. C'est le piège de l'endettement. Une fois qu'on y est, il est extrêmement difficile de s'en sortir car chaque dollar va aux intérêts au lieu de réduire le capital. La solution est claire, ne pas y entrer. Si tu es déjà dedans, sors à tout prix. Coupe tout, travaille plus,
vends des affaires, fais tout ce qu'il faut, parce que la dette, c'est comme du sable mouvant financier. Plus tu restes là-dedans, plus tu t'enfonces. Le 9e principe concerne les réserves d'urgence. Même avec un revenu modeste, surtout avec un revenu modeste, il est crucial d'avoir des économies de secours. La vie te réserve des frais imprévus, réparation de voiture, factures médicales, perte d'emploi, appareils qui tombent en panne. Si tu n'as pas de réserve, ces urgences deviennent des catastrophes. Tu tombes dans l'endettement, tu manques des paiements et tu te retrouves dans une spirale. La manière de constituer des réserves d'urgence avec un revenu modeste, c'est de considérer l'épargne comme une dépense incontournable. Pense à te payer en premier. Même si c'est 20 € par mois, même si ça semble dérisoire, tu es en train de créer une habitude et un coussin financier. Commence avec 500 €, puis 1 millier, et ensuite 3 mois de dépenses. Cela demande du temps, mais c'est réalisable si tu es discipliné par rapport aux autres principes. Chaque euro que tu ne gaspilles pas en logement, transport, nourriture ou loisirs peut aller ici. Et une fois que tu as ce coussin, ta vie devient psychologiquement différente. Tu ne vis plus dans une anxiété constante. Tu as une marge. La marge, c'est essentiel. Le 10e principe, c'est la maximisation des revenus de manière raisonnable. Vivre avec un revenu modeste ne signifie pas accepter ce revenu pour toujours. Cela veut dire gérer ce que tu as tout en cherchant à l'améliorer. Mais la maximisation des revenus doit être réfléchie. Tu ne peux pas sacrifier ta santé, ta famille ou ta santé mentale juste pour gagner plus. C'est échanger un problème contre un autre. L'objectif est de dénicher un emploi qui soit durable et qui rapporte suffisamment pour couvrir tes besoins, en plus d'épargner un peu. Pour la plupart des gens, c'est plus réalisable qu'ils ne le pensent. Le souci, c'est qu'ils ont gonflé leurs besoins au point où aucun revenu raisonnable ne suffit. Mais si tu as appliqué les 9 autres principes, tes besoins sont suffisamment bas pour qu'un revenu modeste fasse l'affaire. À partir de là, tu investis le surplus, même de petites sommes, même 10% d'un petit revenu, car l'idée n'est pas de vivre avec un faible revenu pour toujours. L'objectif est de créer des actifs qui, à terme, génèrent des revenus indépendamment de ton travail. C'est le chemin qui mène de la survie à la liberté. Maintenant, parlons de la psychologie de tout ça, car une technique sans état d'esprit ne fonctionne pas. Vivre avec un faible revenu nécessite de revoir ta relation avec l'argent et le succès. Il faut que tu arrêtes de te comparer aux autres. La comparaison est le voleur de la satisfaction. Et quand tu vis de manière frugale, la comparaison peut te détruire. Tout le monde autour de toi semble avoir plus. Des voitures plus performantes, des maisons plus spacieuses, davantage de vacances. Ce que tu ne vois pas, c'est leur endettement, leur stress, leur manque d'économie, leur vulnérabilité. Tu observes la surface tout en négligeant les fondations. La plupart des gens qui semblent riches sont en réalité fauchés. Beaucoup de ceux qui paraissent modestes sont en sécurité. Apprends à ignorer les apparences. La seule comparaison qui compte, c'est toi, aujourd'hui, par rapport à toi, l'année dernière. Est-ce que tu es mieux loti? As-tu plus d'économies, moins de dettes, plus de compétences? C'est ça, le progrès. Ce que ton voisin conduit n'a aucune importance. Ce changement de mentalité est difficile, car les humains sont programmés pour la comparaison sociale. Nous avons évolué en petits groupes où le statut relatif détermine la survie. Mais dans le capitalisme moderne, cet instinct est exploité pour te pousser à dépenser. Les marketeurs en jouent, les réseaux sociaux le renforcent. Tout le monde essaie de déclencher ton instinct de comparaison pour que tu achètes des choses afin de rester dans la course. Tu dois consciemment ignorer cela. Rappelle-toi chaque jour que la richesse est invisible. La véritable richesse, c'est l'épargne, les investissements, la liberté, pas les possessions, pas les apparences,
pas les publications sur Instagram. Les personnes les plus riches que je connais vivent de manière modeste. Elles n'ont pas besoin de montrer quoi que ce soit car elles sont réellement en sécurité. Laisse-moi te parler d'un autre principe psychologique, l'adaptation hédonique. Les humains s'adaptent à leurs conditions de vie de manière incroyable. Tu penses qu'une maison plus grande te rendra plus heureux. Ça fonctionne pendant environ 3 mois. Ensuite, cela devient ta nouvelle norme et tu en veux toujours plus. Tu crois qu'une voiture plus sympa te fera du bien. Ça marche pendant 1 semaine. Puis, tu ne la remarques même plus. C'est pour ça que l'inflation du style de vie est un piège. Tu poursuis une sensation qui s'estompe immédiatement, mais le coût reste présent pour toujours. La personne sage comprend cela et refuse de jouer à ce jeu. Elle maintient son style de vie stable et laisse ses revenus se transformer en épargne. Elle sait que le bonheur lié à l'accumulation est temporaire, mais la liberté que procure l'épargne est permanente. Tu ne te prives pas en vivant avec moins. Tu investis dans des options futures. Chaque euro que tu ne dépenses pas est un euro qui peut travailler pour toi indéfiniment. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une stratégie. Maintenant, parlons du temps. Vivre avec un revenu modeste t'offre souvent quelque chose que les gens à haut revenu perdent. Le temps. Si tu ne travailles pas 80 heures par semaine pour maintenir un mode de vie coûteux, tu as des heures pour ce qui compte vraiment. Tu peux lire, tu peux réfléchir, tu peux développer des compétences, tu peux passer du temps avec des personnes qui te tiennent à cœur. C'est le véritable avantage caché d'une vie à faible revenu. Quand tes dépenses sont réduites, tu n'as pas besoin de maximiser tes revenus à tout prix. Tu peux accepter un emploi qui paie moins mais offre de meilleures conditions. Tu peux travailler à temps partiel. Tu peux te lancer dans des projets qui ne rapportent pas immédiatement, mais qui créent de la valeur sur le long terme. Les personnes à haut revenu manquent souvent de temps. Elles sont coincées dans des jobs qu'elles détestent parce qu'elles ont construit des modes de vie qui exigent un revenu élevé, constant, leur menottes dorées. De faibles dépenses créent une liberté, pas seulement une liberté financière, mais aussi une liberté temporelle. Tu gères ton emploi du temps parce que tu n'es pas en quête désespérée de chaque chèque de paie. C'est inestimable. Laisse-moi te donner un exemple concret. 2 personnes, toutes 2 âgées de 30 ans. La personne A gagne 80 000 et dépense 75 000. La personne B, elle, gagne 35 000 et dépense 25 000. Qui s'en sort mieux? La plupart des gens diraient que c'est la personne A, car un revenu plus élevé semble plus attrayant. Mais regarde l'écart. La personne A met de côté 5 000 par an. La personne B, quant à elle, économise 10 000 par an. En réalité, la personne B accumule de la richesse plus rapidement, même si elle gagne moins de la moitié. Après 10 ans, la personne A a économisé 50 000. La personne B, elle, a mis de côté 100 000. Si les deux investissent avec des rendements raisonnables, la personne B atteindra l'indépendance financière des années avant la personne A. C'est ça, la force de l'écart. Le revenu ne détermine pas la richesse. C'est la différence entre les revenus et les dépenses qui façonnent la richesse. Tu peux être riche avec 30 000 si tu dépenses 20. Tu seras à sec avec 200 000 si tu dépenses 200. Les chiffres absolus n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la différence. C'est pourquoi je dis aux gens de se concentrer d'abord sur les dépenses. Augmenter ses revenus, c'est bien, mais si tu ne peux pas maîtriser tes dépenses, plus d'argent ne signifie que plus de gaspillage. Répare la fuite avant d'augmenter le débit. Réduis tes dépenses à des niveaux raisonnables. Développe la discipline de vivre dans ses limites. Ensuite, si tes revenus augmentent, tu en tireras vraiment profit, car tu ne vas pas immédiatement gonfler ton mode de vie. La plupart des gens n'apprennent jamais cela. Ils passent leur vie à augmenter leurs revenus et leurs dépenses en même temps. Ils meurent après avoir gagné des millions
sans rien avoir économisé. Ne sois pas comme ces gens-là. Maintenant, parlons de l'argument opposé. Certains diront que c'est irréaliste, que la vie moderne nécessite plus d'argent que ce que je propose, que l'inflation a rendu la vie avec un faible revenu impossible. C'est absurde. Oui, les coûts ont augmenté. Oui, certaines choses sont plus chères. Mais le principe fondamental n'a pas changé. Tu peux toujours vivre bien en dessous de ce que tu gagnes si tu es prêt à faire des compromis. Le vrai problème n'est pas que c'est impossible. C'est que les gens ne veulent pas faire de compromis. Ils désirent la nouvelle voiture et les économies. Ils veulent la grande maison et la sécurité. Ils souhaitent impressionner les autres tout en étant financièrement autonomes. On ne peut pas tout avoir. Chaque choix implique un compromis. Vivre avec un revenu modeste, c'est simplement faire des compromis différents de ceux de la majorité. On échange l'apparence contre la réalité, le confort contre la sécurité, le plaisir à court terme contre la liberté à long terme. Ce ne sont pas de mauvais compromis. Souvent, ce sont même de meilleurs choix. Mais cela demande de penser de manière indépendante et d'agir à l'encontre des normes sociales. La plupart des gens n'y parviennent pas. Laisse-moi te parler d'un autre avantage de vivre avec un revenu modeste. La résilience. Quand ton mode de vie est simple, tu es antifragile. Les récessions économiques ne te détruisent pas. La perte d'emploi ne te ravage pas. Les dépenses imprévues ne se transforment pas en crise. Tu as construit une vie capable de résister aux chocs. Compare cela à quelqu'un qui vit d'un chèque de paie à l'autre avec un revenu élevé. Ils sont fragiles, un mauvais mois et ils se retrouvent en difficulté. Ils n'ont aucune marge, aucune flexibilité, pas de réserve. Ils semblent réussir, mais ils sont à un problème de l'effondrement. Je préfère être celui qui gagne moins avec de grandes économies que celui qui gagne plus avec des dépenses élevées. Parce que quand les ennuis arrivent, et ça arrive toujours, c'est la personne qui a des réserves qui s'en sort. Celle qui n'en a pas, elle ne s'en sort pas. C'est une question de gestion des risques basiques. On ne cherche pas à maximiser le confort. On cherche à maximiser la résilience. Le confort, c'est bien. La survie, c'est indispensable. Vivre avec un faible revenu, quand c'est bien fait, met l'accent sur la survie. On construit une base si solide que rien ne peut nous ébranler. C'est ça, la vraie sécurité. Pas l'apparence du succès, mais la réalité de la stabilité. Permettez-moi aussi de parler de l'importance de la géographie. L'endroit où l'on vit a une énorme importance. Si vous essayez de vivre avec un faible revenu à San Francisco ou à New York, vous luttez contre la géographie. Le coût des besoins essentiels dans ces villes chères rend la vie avec un faible revenu presque impossible. La solution est évidente, mais la plupart des gens la rejettent. Bougez. Installez-vous dans un endroit moins cher. Je sais que ce n'est pas un conseil très populaire. Les gens ont des attaches, des connexions, des préférences. Mais si vous êtes sérieux au sujet de bien vivre avec un revenu limité, la géographie est un facteur clé. Vous pouvez vivre confortablement avec 30 000 par an dans de nombreuses régions des États-Unis. Ce n'est pas possible à Manhattan. C'est à vous de décider. Rester dans un endroit coûteux et galérer ou déménager dans un endroit plus abordable et prospérer. La plupart des gens choisissent la galère parce qu'ils sont attachés à leur lieu de vie. C'est leur droit, mais ils ne peuvent pas ensuite se plaindre que vivre avec un faible revenu est impossible. C'est impossible là où ils ont décidé de s'installer. Changez le facteur et l'équation change. Ce n'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Vous devez travailler dans les limites. Si la géographie est une contrainte que vous n'êtes pas prêt à changer, il vous faut ajuster d'autres éléments. Soit gagner plus, soit accepter moins de confort. Mais ne faites pas semblant que les chiffres ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent pour quiconque prêt à faire les ajustements nécessaires. Maintenant, parlons du long terme. Vivre avec un revenu modeste n'est pas l'objectif.
c'est la méthode. L'objectif, c'est l'indépendance financière. Avoir la capacité de vivre sans dépendre d'un emploi. Vivre avec un faible revenu est la manière d'y parvenir plus rapidement que de dépenser un revenu élevé. Parce que chaque euro que tu économises est un soldat qui se bat pour ta liberté. Chaque euro que tu dépenses est perdu pour toujours. Si tu peux vivre avec un revenu modeste tout en investissant la différence, tu es en train de construire une armée d'euros qui, à terme, gagnera suffisamment pour couvrir tes frais de vie. À ce moment-là, tu es libre. Tu travailles parce que tu en as envie, pas parce que tu y es contraint. C'est la ligne d'arrivée. La plupart des gens n'y parviennent jamais parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ils sont coincés sur un tapis roulant pour l'éternité. Mais si tu peux adopter un mode de vie à faible revenu comme une stratégie temporaire, tu peux atteindre l'indépendance en 10, 15 ou 20 ans. C'est un délai que la plupart des gens n'envisagent même pas, car ils sont tellement concentrés sur le confort immédiat qu'ils sacrifient leur liberté pour plus tard. J'ai effectué cet échange de manière réfléchie. J'ai mené une vie simple alors que j'aurais pu vivre dans l'opulence. J'ai investi de manière dynamique alors que j'aurais pu profiter de plaisir. Et à l'âge de 40 ans, j'avais une liberté que la plupart des gens n'ont pas à 70. Ce n'est pas de la chance. C'est l'effet de la capitalisation appliquée de façon régulière pendant des décennies. Toi aussi, tu peux y arriver. Les principes restent les mêmes. Vis en dessous de tes moyens. Investis la différence. Laisse le temps agir. Après plusieurs années, les chiffres deviennent irrésistibles. Tu auras des actifs qui génèrent des revenus. À ce moment-là, tes compétences en matière de vie à faible revenu deviennent une force, car tes besoins sont si modestes que même de petits rendements d'investissement les couvrent. L'indépendance financière ne nécessite pas des millions si tu as gardé tes dépenses basses. Tu pourrais avoir besoin de 500 000, peut-être même moins. C'est réalisable pour presque tout le monde au cours d'une vie de travail si l'on est discipliné. Pour conclure, vivre avec peu n'est pas synonyme de pauvreté. C'est une question de clarté. C'est comprendre ce dont tu as réellement besoin par rapport à ce que la société t'a appris à désirer. Une fois que tu enlèves tout le superflu, le revenu nécessaire est étonnamment bas. Et une fois que tu en prends conscience, tu es libre. Libre de l'anxiété liée au statut, libre des comparaisons, libre de ce train-train quotidien. Tu peux vivre selon tes propres règles, pas celles de la société. C'est ça l'objectif. Pas être pauvre, mais être clair. Pas souffrir, mais choisir. Parce qu'une fois que tu maîtrises la vie avec un revenu modeste, tu as acquis la compétence essentielle de la vie moderne. Tu as appris à être heureux avec ce qu'il te faut. Et ce qu'il te faut, bien compris, c'est l'abondance. Maintenant, laisse-moi te donner le plan d'action concret, car la philosophie sans mise en pratique n'est qu'un divertissement. La plupart des gens saisissent ces principes sur le plan intellectuel, mais échouent dans leur application. La différence entre savoir et agir, c'est la discipline appliquée de manière systématique. D'abord, tu dois faire un audit de tes dépenses actuelles. Pas une estimation. Suivre réellement. Pendant 1 mois, note chaque dépense, chaque café, chaque abonnement, chaque achat impulsif. L'acte de suivre ces dépenses change immédiatement le comportement, car on ne peut pas échapper aux chiffres sur papier. Beaucoup de gens sont surpris de voir où va réellement leur argent. Ils pensent agir de manière raisonnable. Les données racontent une autre histoire. Une fois que tu as les chiffres, classe tout. Logement, transport, nourriture, loisirs, services publics, paiement de dettes, abonnements, divers. Maintenant, tu vois le champ de bataille. Tu sais où se cache l'ennemi. La prochaine étape, c'est un tri sévère. Quelles dépenses sont vraiment indispensables? Pas confortables, pas pratiques, indispensables. Peux-tu t'en passer? Si oui,
c'est un bon candidat pour être supprimé. Commence par les coupes les plus simples. Annule les abonnements que tu as oubliés. Arrête d'acheter ton déjeuner tous les jours. Supprime un service de streaming. Les petites victoires créent de l'élan. Ne cherche pas à tout couper d'un coup. C'est insoutenable. Réduis une catégorie par mois. Ce mois-ci, diminue tes dépenses alimentaires en cuisinant davantage. Le mois prochain, élimine les abonnements inutiles. Troisième mois, cherche une assurance auto moins chère. L'optimisation séquentielle l'emporte sur la paralysie perfectionniste. Pour le logement, si tu es locataire, déménage à la fin de ton bail. Trouve quelque chose de moins cher, même si c'est moins impressionnant. Si tu es propriétaire et que tu es dans une situation difficile, avec ton prêt immobilier, c'est plus compliqué. Mais tu peux quand même réduire les coûts associés. Baisse ton thermostat, supprime le câble, arrête de payer pour des services que tu peux faire toi-même. Pour les transports, si tu as un paiement de voiture, c'est ta priorité. Peux-tu vendre la voiture et en acheter une moins chère en liquide? Peux-tu refinancer à un taux plus bas? Peux-tu augmenter ta franchise pour réduire tes primes d'assurance? Chaque dollar de coût fixe que tu élimines, c'est des économies permanentes chaque mois pour la nourriture. La planification des repas est indispensable. Le dimanche, tu prépares la semaine. Tu fais une liste de courses. Tu n'achètes que ce qui est sur la liste. Pas d'achats impulsifs, pas de plats préparés, uniquement des ingrédients bruts. La différence entre les courses planifiées et les achats impulsifs, c'est entre 50 et 100 dollars par semaine. C'est entre 200 et 400 dollars par mois. Pour quelqu'un avec un revenu modeste, c'est une vraie révolution. Apprends à préparer des plats simples. Le riz et les haricots coûtent presque rien par portion. Les œufs sont une source de protéines bon marché. Les légumes de saison sont à prix abordables. Les cuisses de poulet sont moins chères que les poitrines et ont plus de goût. Pas besoin de recettes compliquées. Ce qu'il te faut, c'est une alimentation qui ne coûte pas un sou. Pour te divertir, opte pour le gratuit. Les bibliothèques proposent des livres, des films, de la musique et l'accès à Internet. Les parcs, c'est sans frais. Marché, c'est gratuit. Beaucoup de musées ont des journées sans frais. Les événements communautaires ne coûtent rien. Tu ne peux être ennuyé que si tu es ennuyeux. Un esprit actif n'a pas besoin de stimulation par l'achat. Pour les vêtements, évite de faire du shopping à moins que quelque chose ne soit vraiment usé. Quand tu as besoin de quelque chose, pense aux friperies et aux rayons de liquidation. Des basiques de qualité qui durent. Une bonne paire de jeans vaut mieux que 5 paires bon marché. Pour la pression sociale, il faut en parler clairement. Dis à tes amis que tu fais attention à tes finances. Les vrais amis comprendront. Ceux qui te poussent à dépenser ne sont pas de vrais amis. Ils sont complices de ta destruction financière. Propose des activités gratuites, des balades, des dîners à la maison, des soirées jeux. S'ils ne peuvent pas apprécier ta compagnie sans débourser de l'argent, ils ne valent pas ton temps. En ce qui concerne les dettes, si tu as des dettes à taux d'intérêt élevé, c'est une urgence financière. Chaque dollar de côté doit aller d'abord vers la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, pas vers le solde le plus bas, ni vers la plus agaçante, mais bien vers celle qui a le taux le plus élevé. C'est des maths, pas de la psychologie. Règle le minimum sur toutes les dettes, sauf celles avec le taux le plus élevé. Mets tout ce que tu peux en plus sur celle-là. Une fois qu'elle est réglée, passe ce paiement à la prochaine dette avec le taux le plus élevé. C'est la méthode avalanche. C'est la manière la plus rapide de s'en sortir sur le plan mathématique. Pour les économies d'urgence, ouvre un compte séparé. Mets en place un virement automatique. Même 25 € par mois, tu ne le verras jamais. Tu ne le regretteras pas. Après 1 an, ça fait 300 €. Après 5 ans, 1500 plus les intérêts. C'est suffisant pour gérer des petites urgences
sans avoir recours à des dettes. L'automatisation est essentielle. Si tu dois faire un transfert manuel, tu ne parviendras pas à le rendre automatique, et cela se produit que tu t'en souviennes ou non. C'est ainsi que tu surmontes tes propres faiblesses. En ce qui concerne les revenus, il faut que ce soit réfléchi. Peux-tu faire des heures supplémentaires? Peux-tu prendre un deuxième emploi à temps partiel temporairement? Peux-tu vendre des objets dont tu n'as plus besoin? Chaque dollar supplémentaire provenant d'une augmentation de revenus devrait être consacré à l'élimination des dettes ou à l'épargne, et non à l'inflation du mode de vie. C'est le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils gagnent plus et dépensent immédiatement plus. L'objectif d'augmenter ses revenus est d'accroître l'écart, pas les dépenses. Si tu reçois une augmentation, garde ton mode de vie actuel. Redirige l'intégralité de cette augmentation vers l'épargne ou le remboursement de dettes. Ta vie ne s'aggrave pas. Ton avenir s'améliore considérablement. Maintenant, parlons des barrières psychologiques, car c'est là que la plupart des gens échouent. Les tactiques sont simples. L'exécution est difficile parce que ton cerveau te résiste. Tu dois comprendre ta propre psychologie pour réussir. La première barrière est le biais de gratification instantanée. Votre cerveau privilégie le plaisir immédiat au détriment des bénéfices futurs. C'est pour cela que vous achetez des choses maintenant au lieu d'épargner pour plus tard. La clé, c'est de rendre les bénéfices futurs concrets. Calculez précisément combien plus tôt vous atteindrez l'indépendance financière si vous faites ce sacrifice. Des chiffres réels, un calendrier réel. Quand vous réalisez que sauter des repas au restaurant pendant une année signifie prendre votre retraite 6 mois plus tôt, l'échange devient évident. Le deuxième obstacle, c'est la comparaison sociale. Vous voyez les autres dépenser et vous vous sentez moins bien en comparaison. La solution, c'est de gérer délibérément votre exposition. Désabonnez-vous des personnes sur les réseaux sociaux qui déclenchent cette comparaison. Passez moins de temps avec ceux dont le mode de vie vous fait sentir insuffisant. Entourez-vous plutôt de gens qui partagent vos valeurs. Votre environnement influence votre comportement. Si tout le monde autour de vous est économe, être économe semble normal. Si tout le monde autour de vous gaspille, être économe donne l'impression de manquer de quelque chose. Changez votre environnement. Le troisième obstacle, c'est la fatigue décisionnelle. Chaque achat est une décision. Après avoir pris assez de décisions, tu commences à fatiguer et tu finis par dépenser sans réfléchir. La clé, c'est de mettre en place des systèmes qui t'évitent de décider. Par exemple, le paiement automatique des factures, les virements d'épargne automatiques, les investissements automatiques, les repas planifiés à l'avance et des limites de dépenses prédéterminées. Plus tu automatises les comportements positifs, moins tu comptes sur ta volonté. La quatrième barrière, c'est la rationalisation. Ton esprit est très doué pour justifier des choix douteux. Tu te diras que tu mérites cet achat parce que tu as bossé dur. Tu te diras que c'est éducatif, même si tu ne l'utiliseras jamais. La solution, c'est la règle des 24 heures. N'achète rien le jour où tu en as envie. Attends, si le lendemain, tu ressens toujours le besoin de l'avoir après y avoir réfléchi, peut-être que ça se justifie. Mais tu seras surpris de voir combien de désirs disparaissent du jour au lendemain quand la raison revient. La cinquième barrière, c'est le biais des coûts irrécupérables. Tu as déjà dépensé de l'argent pour quelque chose, donc tu continues à dépenser pour justifier cette première dépense. Les abonnements à la salle de sport que tu n'utilises pas, mais que tu n'annules pas parce que tu as déjà payé. Abonnements que vous gardez parce que vous pourriez en avoir besoin un jour. La clé, c'est d'être honnête avec soi-même. Les coûts irrécupérables sont irrécupérables. Ils sont perdus. La seule question qui compte, c'est le coût futur. Si vous ne l'utilisez pas, annulez-le. Le passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'optimiser pour l'avenir. Le sixième obstacle, c'est les dépenses liées au stress.
Quand vous êtes anxieux ou triste, vous dépensez pour vous sentir mieux. Faire du shopping devient une façon de gérer vos émotions. C'est risqué, car les émotions sont fréquentes. La solution, c'est de trouver d'autres moyens de faire face. Quand vous ressentez l'envie de dépenser, sortez faire une promenade, appelez un ami, lisez, faites de l'exercice, écrivez dans un journal. Tout ce qui vous aide à gérer l'émotion sans coût financier. Avec le temps, vous rééduquez votre cerveau à chercher du réconfort d'une manière qui ne met pas vos finances en péril. Maintenant, laissez-moi vous donner l'état d'esprit qui rend tout cela durable. Vous ne vous privez pas. Vous choisissez la liberté plutôt que les objets. Chaque fois que vous ne dépensez pas, vous votez pour votre futur vous-même. Ce futur moi te remerciera, mais seulement si tu fais les bons choix dès maintenant. Imagine ton moi actuel et ton moi futur comme deux personnes distinctes. Le moi actuel recherche le plaisir immédiat. Le moi futur désire la sécurité. Ta mission est de gérer ce conflit en faveur du moi futur. Parce que le moi futur ne peut pas se défendre, il n'a pas encore de voix. Tu dois être leur porte-parole. Cette nouvelle perspective est utile car elle rend l'échange explicite. Chaque achat est une négociation entre le confort présent et la liberté future. Quand tu le vois de cette manière, le bon choix devient plus évident. Une autre façon de penser qui peut t'aider est de considérer l'énergie de la vie. L'argent n'est pas juste de l'argent, c'est de l'énergie de vie concentrée. Tu as échangé des heures de ta vie pour le gagner. Quand tu dépenses, tu ne dépenses pas de l'argent. Tu dépenses les heures que tu as travaillées pour l'obtenir. Cet achat vaut-il 8 heures de travail? Cet abonnement vaut-il 2 heures par mois? Quand tu transformes de l'argent en temps, dépenser sans réfléchir devient vraiment douloureux, car tu ressens le temps qui s'envole. N'oublie pas que ce n'est pas pour toujours. Vivre avec un revenu modeste est une stratégie temporaire pour atteindre l'indépendance financière. Une fois que tu y es, tu as des choix. Tu peux dépenser davantage si ça te chante, ou tu pourrais réaliser que tu n'en as pas envie, car tu as compris que le bonheur ne vient pas de la consommation. La plupart des gens qui réussissent à vivre avec peu et à atteindre l'indépendance se rendent compte qu'ils n'ont pas envie d'augmenter leur niveau de vie. Ils ont compris que c'est suffisant. Ils ont goûté à la sérénité que procure la sécurité financière. Ils ne sont pas prêts à échanger cela contre des achats. C'est ça, la vraie victoire. Ce n'est pas d'arriver à un stade où tu peux dépenser plus. C'est d'atteindre un moment où tu n'en as pas envie, parce que tu as appris ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les objets. C'est la liberté, le temps, les relations, le sens, la croissance. Rien de tout cela ne nécessite une grosse somme d'argent. Dès que tu comprends cette leçon, tu te sens libre d'une manière que la plupart des gens ne connaissent jamais. Tu as complètement échappé au piège. Tu ne joues plus au jeu. Tu as gagné en refusant de participer. C'est ce que vivre avec un revenu modeste t'apprend si tu t'y prends bien.